En 1991, quand j'ai pris mes fonctions de chef d'état-major des armées, la situation stratégique de la France avait considérablement changé puisque la guerre froide s'était achevée et que nous sortions de la guerre du Golfe. Et la guerre du Golfe elle-même avait montré les insuffisances de notre organisation de commandement opérationnel. Et donc il a été décidé à ce moment-là, d'une part, de confier au chef d'état-major des armées la responsabilité de toutes les opérations extérieures conduites par les forces françaises et de procéder à une réforme générale, d'abord de l'organisation de l'État pour la gestion des crises, conseils restreints qui sont devenus aujourd'hui conseils de défense, et d'autre part du commandement opérationnel des armées. Et donc, il a été nécessaire de mettre à la disposition du CEMA, dans ses nouvelles responsabilités, les moyens d'accomplir sa mission. Il n'existait pas d'organisation permettant de structurer l'emploi de ces forces. J'avais moi-même rencontré des difficultés dans les différentes fonctions que j'avais remplies, notamment quand il s'est agi d'intervenir à Ouvéa pour la libération des otages, ou encore quand on a fait partir Bob Denard des Comores. J'ai, comme chef d'état-major des armées, dès le début, été amené à faire procéder à l'extraction du Liban du général Aoun. Et chaque fois, nous nous sommes aperçus que nous n'avions pas de doctrine d'emploi de ces forces et que nous n'avions pas les moyens convenables pour les mettre en œuvre. La décision a été prise de créer un commandement opérationnel des forces spéciales afin de définir une doctrine d'emploi, d'organiser le commandement, l'entraînement supérieur de ces forces, et puis de développer un certain nombre de moyens. Il n'y a pas eu beaucoup de difficultés s'agissant des armées elles-mêmes. Les chefs d'état-major, avec lesquels je travaillais très étroitement, étaient bien convaincus que dans une armée moderne comme celle de la France, il y a les forces stratégiques, nucléaires, il y a des forces conventionnelles et il y a des forces spéciales. Et s'agissant particulièrement de ces deux dernières catégories, il ne s'agissait pas de renforcer une position des forces spéciales par rapport aux forces conventionnelles, mais d'organiser une coopération très étroite, très complémentaire. Donc dans les armées, ça n'a posé aucune difficulté. Il a fallu résoudre quelques problèmes techniques avec la marine au sujet des commandos de la marine, parce qu'ils sont utilisés par ailleurs dans le cadre de l'action de l'État en mer, avec une structure qui n'est pas celle de la défense. Par contre, ça a été plus difficile avec deux organismes extérieurs aux armées proprement dites, la DGSE d'une part, et la mission militaire de coopération qui à l'époque dépendait du ministère de la Coopération. Avec la DGSE, le principe qu'on avait établi, c'était que tout militaire français opérant en uniforme était sous l'autorité du CEMA. Ça posait un problème à la DGSE qui se retrouvait cantonnée uniquement dans les opérations clandestines. S'agissant de la mission militaire de coopération, elle dirigeait un certain nombre d'opérations limitées, très limitées, en Afrique essentiellement, en utilisant des personnels venant notamment du premier RPIMA. Elle menait ses opérations indépendamment des armées, et ça n'était plus compatible avec la règle qui disait que le chef d'état-major des armées était le seul responsable de toutes les opérations. Nous ne voulions pas de quelqu'un qui appartienne à une de ces filières existantes des forces spéciales, les commandos marines ou par exemple le premier PIMA. Parce que vis-à-vis des armées, il fallait donner le sentiment qu'on ne renforçait pas une filière par rapport aux autres, mais qu'on créait une nouvelle organisation capable de structurer l'emploi des forces spéciales. Donc,
on élimine d'abord toute personne ayant fait l'essentiel de sa carrière dans les forces spéciales. L'armée de terre était, à cette époque-là, en 91, en quelque sorte coupée en deux. C'est-à-dire qu'il y avait le corps de bataille qui avait été déployé face au pacte de Varsovie avec les grandes unités blindées et les grandes unités d'infanterie avec beaucoup d'appelés. Et puis il y avait les troupes de marine et la Légion qui, elles, conduisaient des opérations extérieures de manière plus limitée. Et donc, il était logique de prendre quelqu'un des troupes de marine pour diriger ce nouvel organisme de force spéciale, parce qu'il y avait une vraie culture de l'intervention en opération extérieure. Ce qui m'a un peu surpris quand je suis arrivé au ministère de la Défense après le départ de Chevènement, c'est qu'il n'y avait ni commandement des opérations spéciales, ni commandement des forces spéciales, ni direction du renseignement militaire. Très rapidement, comme nous étions amenés à coopérer avec des unités étrangères dans lesquelles il y avait beaucoup plus de coordination, en particulier aussi bien les Anglais que les Américains, j'ai pensé qu'il fallait corriger cela. Donc c'est comme ça que le principe même d'un commandement des opérations spéciales qu'on a étudié avec l'amiral Langsat, qu'on a confié au général Lepage, a créé une structure dont je crois la nécessité était évidente. À l'époque où le terrorisme commençait à se développer en France, ou en Europe d'ailleurs, la coordination de renseignement était une chose essentielle. Quand je suis arrivé au ministère de la Défense, on m'a montré des photos aériennes fournies par les Américains qui étaient très mauvaises par rapport à ce que j'avais pu connaître moi comme sous-lieutenant ou aspirant de l'armée de l'air dans le Sahara 25 ans avant. Donc j'ai dit il nous faut des photos et j'ai découvert que les services de renseignement de l'armée étaient ce qu'ils étaient. La Défense avait des renseignements à l'armée de l'air, mais qu'il n'existait pas une structure, je ne dis pas de coordination, mais de commandement. Bon, ça m'a étonné, mais enfin, on l'a fait avec. Et puis, c'est pour ça qu'en juin, au même moment, le même mois, d'ailleurs de la même année, en 92, on a créé la direction du renseignement militaire qui a été confiée au général Heinrich, qui était un type formidable et d'autant mieux qualifié que au moment où il a été nommé, on commençait à avoir des affaires en Yougoslavie. Ensuite, il y a eu, mais plus tard, le général Gomard, qui lui-même a été au COS. Donc le lien entre renseignement et opérations spéciales est quand même toujours présent, et donc on comprend qu'il y a des gens qui se spécialisent là-dedans. L'emploi de forces spéciales, tel qu'il s'est développé surtout, est toujours lié à un choix politique, c'est-à-dire généralement à des opérations qui ne sont pas dans le cadre d'une confrontation générale très large, mais plutôt dans un terrain ou dans un monde ou dans une période très spécialisée. Il y a des moments où on ne veut pas apparaître comme étant engagé dans un conflit et on a besoin soit de s'y préparer, être informé, soit de se mêler à d'autres éléments qui sont alliés ou d'observer. Le renseignement est vital. La capacité d'action rapide est importante et donc les moyens humains, les moyens techniques de renseignement, de transmission, ou les moyens techniques de transport sont évidemment adaptés à ces tâches qui peuvent être de très brève durée ou qui peuvent au contraire durer pendant des années. J'ai commencé à prendre donc tous les rendez-vous qui allaient bien, rencontrer toutes les autorités possibles et imaginables, j'ai bien toute politique militaire et tous les grands chefs de l'armée française, qu'ils soient dans le domaine des forces spéciales ou qu'ils ne soient pas dans le domaine des forces spéciales. Parallèlement, j'ai visité beaucoup d'unités, toutes les unités des forces spéciales, qu'elles appartiennent à la gendarmerie nationale, à la DGSE ou aux forces beaucoup plus classiques. Ça nous a permis, si vous voulez, de préparer ce qu'on allait présenter au ministre pour lui donner les résultats de notre étude. Et donc, au mois de juin de cette année-là, en 1992, on a donc présenté cette étude au ministre de la Défense. Pierre Joxe nous a écoutés avec grand plaisir, m'a donné le feu vert, comme l'amiral Langsat me l'avait donné, pour qu'on poursuive notre action. Il a fallu préparer beaucoup de choses, c'est-à-dire où on va aller, où on va s'installer. Parce que la question qu'on pouvait se poser des forces spéciales, c'est bien, à quoi ça sert, pourquoi faire, comment, avec qui on va le faire. Ça, ce sont les questions élémentaires qu'on se posait à ce moment-là. Je n'ai eu aucun obstacle pour choisir ce que j'allais faire. Je rendais compte, bien sûr, de ce que je faisais, mais en aucun cas on va dire non, ça il ne faut pas le faire, ça il ne faut pas le voir, etc. Non, pas du tout. Donc il y a une philosophie qui a fini par se dégager de tout cela. On s'est installé d'ailleurs à Taverny dès le mois de septembre,
parce qu'on avait trouvé un local qui était important, c'est l'ancien PC du général de Gaulle, mais il fallait le mettre au goût du jour, et donc avant d'installer l'état-major. État-major que j'ai choisi pratiquement un par un. Tous les hommes qui appartenaient à tout ce que l'on peut imaginer, tout ce monde un peu particulier, si vous voulez, celui des parachutistes, celui des pilotes, celui des gens du GICN, celui des gens de la DGSE, etc. Tout cela, ils étaient représentés au sein de l'état-major que nous étions en train de lancer. Et c'est ça qui est très important, parce qu'on était en interarmes, en interarmée, on était une équipe avec un seul but, le même but, on travaillait ensemble. J'ai signé des protocoles d'accord avec toutes les personnes qui n'appartiendraient pas au cercle fermé des forces spéciales, mais avec lesquelles nous pourrions avoir des passerelles de coopération. C'est l'hypothèse des 3 cercles. Un premier cercle qui sera un noyau dur, un deuxième cercle qui sera celui de la coopération immédiate, et un troisième cercle qui sera celui des unités auxquelles on peut faire appel en cas de besoin. En gros, ce qu'il faut retenir, c'est que si c'est pour faire comme les forces classiques, ça ne sert à rien de faire des forces spéciales. Parallèlement à ça, on met en route, et c'est très important, 2 grandes structures qui s'appellent la CIEPCOS, la Commission d'interarmée d'études pratiques concernant les opérations spéciales, et le GMC, qui est un groupe mixte de créativité. La CIEPCOS permettait de réunir tous les chefs des unités spéciales et l'état-major, et tous ensemble, ils travaillaient pour anticiper, pour travailler sur les procédures, sur les matériels, ce dont on avait besoin, etc. Et c'était permanent, permanent. On travaillait déjà sur les robots, on travaillait déjà sur les drones, on n'a pas attendu maintenant, l'hyperfréquence. Voilà, les lasers de puissance. On a besoin de spécialistes. Et donc le GMC, ce sont en fait des officiers de l'état-major avec des gens de la DGA. Pourquoi ? Parce que très vite, je me suis aperçu qu'il fallait aller vite, évoluer dans le temps. Et ça, il n'y avait que les ingénieurs de l'armement qui étaient capables de prendre en compte les impératifs, les capacités dont nous avions besoin. Est-ce qu'on était capable de récupérer en mer les commandos marines sur un bateau pneumatique qui d'ailleurs était complètement démodé? Est-ce qu'il ne faudrait pas un autre bateau? Où est-ce qu'on va le trouver? Pourquoi? Comment on l'achète? Comment on va intervenir auprès des états-majors de chaque armée? Chaque armée, organiquement, devait équiper les forces spéciales en fonction des recommandations que nous faisions. Il fallait qu'on monte un système qui soit original, qui ressemble en rien à celui des Américains ou à celui des Anglais, contrairement à ce que certains veulent faire croire, et j'insiste, ce n'est pas une copie, c'est un système à la française, et je mets au défi quelqu'un de trouver quelque chose d'aussi bien fait que ce qu'on a fait. Parce que beaucoup de monde, Américains, Anglais, Allemands, Espagnols, pays du Golfe, tout le monde est venu voir ce qu'on faisait, comment on faisait et pourquoi. Je me suis inspiré de techniques, de tactiques, de procédures, mais en aucun cas d'organisation. Après avoir vu toutes les unités, il y en avait qui étaient manifestement déjà des forces spéciales. Il leur manquait juste une structure de commandement, quelqu'un qui s'occupe d'eux. C'est le SEMA ensuite, en fonction de mes propositions, qui a dressé la liste des unités qui devaient appartenir au COS. Il fallait retenir les 5 commandos marines, et j'insiste, le bateau qui allait avec, le bateau des nageurs de combat. Accepté et accordé. Ensuite, en ce qui concernait le premier Arpimal, il n'y avait pas de problème non plus. Il travaillait à la fois pour le ministère de la Coopération, pour d'autres encore, mais si vous voulez, ils échappaient à tout le monde. C'était pas bon. Donc alors, là, il fallait le garder parce que lui, il avait toute l'expérience du groupement opérationnel. Ensuite, le CPA-10, mais il n'était pas professionnel. C'est dommage, mais j'avais besoin d'un commando de l'air. Alors, on a décidé de le professionnaliser très vite, parce qu'il faut qu'il soit capable de guider les avions laser, les bombes. Ils doivent être capables de remettre en état un terrain d'aviation abîmé, esquinté, et donc faciliter l'arrivée des avions. C'était aussi prévoir toutes les techniques de SAR, c'est-à-dire la search and rescue, c'est-à-dire d'aller chercher un pilote qui est dans la poisse, qui est chez l'ennemi, etc. Il fallait qu'ils apprennent à faire ça. Il est évident qu'il me manquait une composante, 3e dimension. Elle manquait dans l'armée de terre et elle manquait dans l'armée de l'air. On a insisté lourdement pour avoir une escadrille, pour commencer, des opérations spéciales, et une division escadrille de l'armée de l'air et une division avion de l'armée de l'air. Le 2e cercle, c'était la direction du renseignement militaire, qui était piloté à l'époque par le général Heinrich. C'était une lutte entre lui et moi à l'époque, et le CEMAR d'ailleurs, parce que Heinrich, lui, voulait garder son régiment, le 13e RDP. Conclusion, nous avons dû le partager. J'ai signé un protocole d'accord avec le général Heinrich qui prévoyait qu'il nous laissait l'emploi de quelques unités du 13e RDP pour certaines actions.